Il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière. Bon, c'est pas de moi, c'est de Leonard Cohen. Moi, je suis Enzo Colucci, et tu écoutes la 4e saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Ensemble, un mardi sur 2, viens prendre ton shoot de motivation avec des témoignages inspirants de personnes qui ont fait de leurs échecs une source d'inspiration. Pour s'émanciper de cette peur qu'on a d'échouer, il faut changer notre état d'esprit. Et c'est pas avec un e-book gratuit en 5 étapes que ça va se régler cette histoire. Donc je te rassure, mais t'as déjà dû le sentir, ici c'est ambiance à la cool. On se prend pas la tête et on n'est pas là pour donner des leçons. Le but du podcast, c'est justement de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on traverse tous des périodes de merde dans nos vies. Mais que c'est tout à fait possible de s'en relever. Alors j'espère que tu vas kiffer l'épisode. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain. Salut Enzo. Ça va Sylvain ? Pas mal, joli temps, belle vue, tout va bien. C'est ça, pour contextualiser, on est le jour de la reprise officielle des terrasses. Il y a du soleil, Sylvain est venu à la maison, ça fait plaisir. Et du coup, on va attaquer tout de suite. Qui es-tu Sylvain ? Waouh, ah ouais, tu t'attaques dur direct. Cache. Sylvain, 38 ans, bientôt 39. Et j'ai récemment cofondé une école qui forme des concepteurs pédagogiques multimédia ou des digital learning managers et qui fait 2 promos par an à Lyon. Avec un modèle un peu particulier, c'est une formation intensive et courte de 3 mois, financée à 100% par Pôle emploi, et on garantit un premier job à chacun de nos apprenants avant même qu'ils rentrent à l'école. Trop stylé, ça s'appelle le Bahut. Le Bahut, B-A-H-U-T, comme le collège à l'époque. Stylé. Et avec un univers un peu délirant à l'intérieur, et sur le site web et à l'école, où c'est des chaises d'écoliers, mais de primaire. Donc on est petits sur les petites tables d'école. Okay. On est aussi une salle high-tech, mais on a tout un univers où finalement on avait des profs trop cool au primaire, dont on se souvient, qui nous ont vraiment aidé à apprendre à compter et à lire. Et aussi, pourquoi pas recréer cette ambiance-là dans laquelle on se sentait bien à l'époque. Très cool. Moi, je me rappelle de ma prof de CP qui nous tirait les oreilles quand on faisait des conneries. Mais ouais, globalement, oui, mais on a eu des mecs et des profs très très sympas. Trop cool, Sylvain. Pardon, on va revenir après sur ton profil très entrepreneurial. Avant ça, est-ce que tu peux toi nous donner ta définition, ta vision en tout cas de l'échec ? Comment tu vois ça ? Il y en a plusieurs d'échecs. Moi, j'ai connu l'échec rude où j'ai créé une première boîte à 21 ans. Ça a duré 6 ans, c'était passionnant. Sauf que la petite goutte d'eau, c'est la crise des subprimes qui arrive en Europe fin 2008. En 2008, on fait une très belle année. On fait 500 000 euros de chiffre, un peu de résultats. Sauf que 2009, notre carnet de commande baisse de 60%, qu'on a des dettes, qu'on a des choses... Et de toute façon, même, on sait qu'on va pas être rentable, ça va nous coûter de l'argent. Et le coup de grâce, c'est le Salon mondial de la coiffure de la beauté qui est annulé, parce que je faisais une boîte de bijoux pour cheveux, qui est annulé. On nous annonce ça en mars, avril, et on se dit, on fait 30% de notre chiffre sur ce salon, normalement, de l'année. Et là, on se dit, c'est mort, on fera une année vraiment de merde et on ne tiendra pas. Et physiquement, on est crevé. Et on choisit de déposer le bilan. Mais liquidation, parce qu'il y a des dettes derrière. Donc, liquidateur, commissaire-priseur pour évaluer nos actifs et les revendre. Et procès avec une banque où on n'est pas d'accord sur le montant de la caution que je dois rembourser. Donc, vraiment pas mal de galères. Mais là, échec rude, on va dire. Et d'ailleurs, je vous recommande pour ceux, maintenant, si ça rouvre, de découvrir ce que c'est. Parce qu'on l'imagine pas trop, on valorise un peu l'échec, et franchement, c'est pas un truc marrant d'aller au tribunal de commerce, c'est souvent ouvert une demi-journée par semaine. Et on peut suivre ce qui s'y passe, et c'est vraiment la détresse de pas mal de patrons. Alors, il y en a 50%, on voit que c'est des patrons un peu pourris, qui ont l'habitude, mais 50%, ils perdent un peu tout, quoi. Leur baraque, parce qu'ils ont hypothéqué, leur couple, parce qu'ils partent en divorce, et leur vie, parce que ça fait 20 ans qu'ils s'acharnent ou qu'ils s'arrachent sur un projet qui disparaît du jour au lendemain. Et ça prend... franchement, j'ai eu l'impression que ça a pris 30 secondes. On m'a dit 2 minutes. Où le juge, il tape, il fait c'est fini. Vous touchez plus à rien, vous rentrez plus dans les bureaux, vous ne répondez plus au téléphone, vous touchez plus au compte bancaire. On va nommer un liquidateur pour gérer vos dettes et un commissaire-priseur pour gérer vos actifs. Ça, c'est la version violente de l'échec, mais qui permet, alors pas tout à fait de rebondir si vite. Parce que ce qu'on n'imagine pas, c'est que derrière une liquidation, il y a 1 an encore où le liquidateur attend de voir s'il n'y a pas d'autres dettes qui arrivent. Donc pendant 1 an, il y a toujours une épée de Damoclès, où vous pouvez toujours vous retrouver en faute de gestion, même si vous avez tout fait bien, mais vous pouvez faire des erreurs, et vous n'êtes pas libre. Maintenant, un peu mieux, moi à l'époque, j'étais côté 0,40, donc pas droit de créer, d'ouvrir un compte bancaire, par exemple. Ouais, un peu dur. Maintenant, il n'y a plus ça, mais ça reste l'échec pas marrant. Mais il y a l'autre échec, plus insidieux, qui est parfois presque plus violent, qui est le fait de travailler 80 heures par semaine, de se payer à peine le SMIC, de plus voir ses potes, plus voir sa famille,
et en fait que ça décolle jamais. Et que du coup, on se met un peu en burn-out, en dépression, et qui est pas beaucoup mieux. Enfin, qui est pour moi tout autant en échec. Il faut savoir aussi dire stop. Là, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Ça ne marche pas, je me paye à peine, j'ai plus de vie sociale. Faut pas oublier que le boulot, c'est cool, mais c'est aussi pour faire des choses à côté. Et entrepreneur, c'est se créer sa prison dorée. Mais quand elle est plus du tout dorée et que c'est qu'une prison, c'est aussi pour moi un échec. Donc pour moi, il y a ces 2 grands types d'échecs. Et après, j'ai vécu un 3e petit échec qui est violent humainement, un peu moins financièrement, où je me suis fait débarquer de ma propre boîte par mes associés ou mes investisseurs aussi surtout. Et là, l'échec il est plus perso. Pro, la boîte continue, elle avance, je suis toujours actionnaire, donc si tout va bien, je toucherai des sous, j'espère. Et je le souhaite à l'équipe dirigeante en place, que eux aussi réussissent, parce qu'on sera tous gagnants. Humainement, personnellement, ça a été très très violent, parce que j'ai pas du tout prévu de plan B. J'imaginais même pas me faire débarquer de mon propre projet. J'avais une équipe de fous que j'adore, et que je savais que ça allait exploser derrière. Et en termes de confiance en moi, je suis reparti à moins quelque chose, quoi. Enfin, je suis pas reparti en mode bon, c'est pas grave, j'ai autre chose et hop, on redémarre tout de suite. Non, il m'a fallu bien 1 an pour retrouver un peu de sourire, puis cauchemarder de ça et me dire que je suis capable de faire des choses. Mais même là, 1 an et demi après, je suis plus capable de bosser autant qu'avant. Pour l'instant, je suis encore en phase de... Ça a laissé des cicatrices, quoi. Ouais. Là, on est rentré dans le vif direct, en fait. Du coup, je t'ai lancé sur une question, bam, il est parti, du coup, direct dans le contexte, mais c'est trop bien. Mais oui, du coup, ça a laissé des cicatrices, même 1 an et demi après, ce que tu dis. Ma thérapie, ça a été de relancer un truc et de voir des gens grandir. Et finalement, eux m'ont redonné confiance en moi, parce qu'ils m'ont fait confiance aussi. Mais ouais, la plus grosse cicatrice, c'est en termes de capacité de travail. J'ai pas repris autant qu'avant. Avant, j'étais capable de me déchirer comme un chien pendant une longue durée. Là, ça commence à revenir. Mais voilà, ça fait 18 mois. Mais est-ce que t'es quand même heureux, même si t'es plus autant acharné du travail, là, comme tu dis? Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Ouais. Mais ça a mis 1 an. 1 an à me dire que je suis capable de faire des choses, que je suis pas si nul, que mes méthodes sont pas si stupides, que ça peut apporter à des gens, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, parce que c'était là-dessus où on n'était pas trop d'accord sur la façon de manager les équipes ou de développer la boîte, et qu'il y a d'autres modèles que la scale-up, que la boîte qui grandit ultra vite, qu'il faut processer à fond, avec des postes très carrés, où il faut que ça rentre dans des cases, et où finalement on s'en fiche un peu des gens, tant que les gens rentrent dans la case, s'ils partent, on remet quelqu'un dans la case et ça passe, quoi. Moi, c'est pas ma vision de la boîte, pas ma vision de développement, même perdre beaucoup d'argent tous les mois sans savoir où on va, c'était stressant, je trouvais. Parce que du coup, si on recontextualise un peu, ce qu'on est passé vite dessus, donc le sujet aujourd'hui, donc c'est ça, c'est que toi, t'avais donc ta propre boîte, t'as levé des fonds, et après, donc tes investisseurs t'ont viré. Ça s'est fait en 2 étapes. Hein. J'ai fait ce choix-là. Je voulais travailler avec des invests pour vivre cette expérience, bénéficier de leur expérience aussi, à eux, et grandir avec eux. Parce que je me lançais sur un logiciel, un truc que j'avais jamais fait de ma vie, j'avais jamais travaillé avec des devs, je suis école de commerce, pas du tout ingé, et je voulais vivre l'aventure startup plus internationale. Donc dès le début, on a fait un joli PowerPoint, un proto, et on a levé des fonds. Ça a duré... Ça s'est plutôt bien passé. On s'est pris des baffes, mais intelligentes, où le mec me mettait une baffe en me disant « Sylvain, tu fais une connerie, va voir un tel, parce qu'il a vécu le même truc, et voilà comment lui, il a transformé, ou comment il a réussi à dépasser le problème. » Donc ça marche plutôt bien avec moi en termes de fonctionnement, de me mettre une branlée et me dire « Va voir un père qui a fait ça, un père PAIR, hein, et qui va te dire comment lui, il a transformé le truc. » Et au bout de 4 ans, la boîte marchait plutôt bien, on était quasi à l'équilibre, et là on s'est dit soit on grandit doucement, en restant avec notre cash, il nous reste du cash, et pourquoi pas, soit on remet un coup de boost, et on lève des fonds pour aller plus vite, plus loin. Et on a voté en équipe de dire on va plus vite, plus loin. Donc on a été présenter ça sur la place parisienne, le projet, qui était plutôt sympa, qui a une jolie image. Et on a 2 fonds qui nous ont dit OK sur le principe, et on a avancé avec un des 2 qui était plus expérimenté. On savait qu'il était aussi plus agressif, mais il avait déjà revendu des boîtes comme nous. Ce qui était important pour nous, parce que au moment où tu as des fonds, il faut être conscient que la boîte doit être vendue un jour, ou s'introduire en bourse. Mais quand même, ça, c'est quelques happy few qui vont réussir à le faire. Et du coup, nous, on savait qu'il fallait qu'on s'adosse à un industriel un jour, ou qu'on se fasse racheter par un concurrent. Parce que le but, du coup, de lever, là, c'est d'aller très vite, comme tu dis, parce que le risque, c'est de te faire rattraper potentiellement par la concurrence. Non, c'est pas tant ce risque-là, c'est que tu lèves sur une valorisation de ta boîte à 5 millions, les fonds vont attendre que ta boîte soit revendue 25. Pour être revendue 25 sur un logiciel SaaS,
La métrique de base, c'est un multiple de ton chiffre d'affaires récurrent si t'es rentable. Et on va dire que c'est 5 fois ton chiffre d'affaires récurrent si t'es rentable. Du coup, il faut faire 5 millions de chiffres en abonnement, avec des contrats sur 3-5 ans. Et dans ce cas, ta boîte vaut 25 millions. Après, si tu montres que tu es sur une forte croissance, tu peux passer à 7, 8 ou 10 fois ton chiffre d'affaires récurrent et que tu as une grosse techno. Enfin, voilà. Mais on va dire que c'est ça la base. Du coup, il fallait arriver à 5 millions de chiffres pour être revenu 25 millions. Et ce qui n'est pas si simple déjà de faire 5 millions de chiffres en étant rentable. Sauf que si tu n'y arrives pas et que tu as besoin de fonds, bah, tu relèves sur une valo à 20 et qu'eux, ils attendent 100 millions en sortie. Donc toi, il faut que tu arrives à 20 millions de chiffres. Donc c'est un peu le projet qu'on a présenté. Alors pas tout à fait, parce qu'on a levé sur une valo à 6, 7, et donc l'objectif pour nous, c'est de sortir à 30 millions d'euros, à peu près, sous 2-3 ans. Sauf que bah, c'est pas allé aussi vite que prévu, sauf qu'on n'était pas toujours aligné sur la stratégie à faire, et que moi j'ai fait une énorme connerie perso. C'est que j'avais une vision très claire de ce que je voulais faire, et j'avais présenté ce plan-là à mes invests. J'ai plutôt été assez honnête par rapport à ce que je voulais faire. Mais comme ma version n'allait pas assez vite à leurs yeux, ils n'avaient pas complètement tort, voire ils avaient complètement raison, ils m'ont demandé de faire des changements qui n'étaient pas toujours raccords avec moi, ma vision du truc. Du coup, j'en ai fait quelques-uns, mais pas tous. Mais Quel type de changement, pardon ? De beaucoup plus processer les postes dans ma boîte, par exemple. Okay. De prendre un Dirco qui avait déjà vécu ce côté hyper croissance. Alors que mon Dirco avait mis de l'argent dans ma boîte, il était très très bon, il était adoré par mes clients. Et franchement, il t'a fait comme un dingue, c'est quelqu'un qui est génial. Salut Steph. Mais ils m'ont dit, on en veut un autre qui a déjà fait ça. Ouais, mais enfin, faut donner la chance aussi à ceux qui bossent bien, et je suis sûr que lui, il peut y arriver. Ouais, mais l'autre, il l'a déjà fait, donc il ira plus vite. Et comment t'expliques à ton équipe que ton Dirco a construit, que tout le monde adore, et où il y a un échange humain très bon, que non, en fait, tu vas l'enlever, non pas parce qu'il est pas bon, juste parce qu'on te demande d'en mettre un autre. Et des trucs comme ça, où j'ai mis du temps à... Enfin, j'ai pas accepté d'ailleurs. Steph est resté, et on a mis quelqu'un à côté en disant Steph garde la partie PME et TPE, et on met un Dirco plutôt grand compte, parce que Steph est un peu moins bon sur cette partie-là, c'est pas faux. Sauf que ça fout la merde, parce qu'ils ont tous les deux des stratégies différentes, des façons de manager différentes, des façons de communiquer différentes, et qui se sont jamais mis vraiment d'accord. Donc c'était un peu le début de la fin, ces trucs-là. Mais où toi, tu vas plus vraiment là où tu veux aller, mais tu vas pas vraiment là où on te dit d'aller non plus, parce que c'est quand même ta boîte, on était quand même majoritaire, et c'était quand même à nous de choisir où on voulait aller. Mais tu te prends tellement de branlées que tu dis, et tu perds un peu confiance en toi, vu que ça va pas assez vite par rapport au plan que tu as écrit, bah ça va pas assez vite, c'est vrai. Bah, tu dis peut-être que j'ai des choses à apprendre, mais ouais, soit j'ai été trop rigide sur ma version, soit eux n'ont pas su me faire passer les bonnes infos ou su communiquer avec moi aussi, parce que finalement il y a un mode de management entre les invests et le fondateur, et on n'a jamais trouvé le bon tempo, la bonne communication entre nous. Ce qui fait que ça s'est très détérioré, et parfois, même si c'était peut-être intelligent ce qu'il me disait, c'était non de principe, parce qu'il m'avait tellement dit de conneries aussi, que de base, je partais défiant, et un peu provocateur aussi, parce que je pouvais pas m'empêcher de leur dire que c'était con quand ils disaient une connerie. Du coup, quand c'était un truc intelligent, bah, parfois c'était pas facile de l'écouter, de l'entendre, et de travailler sereinement, ce qui fait que eux étaient encore plus cons dans leur com, et que moi je suis encore plus con dans ma provoque. Ce qui fait que c'est là où on a été nuls, eux et moi, de pas se le dire clairement. De pas soit eux dire Sylvain, nous on veut sortir parce que ça nous va pas, soit il faut que tu sortes toi parce que nous on croit à ta boîte mais on croit plus en toi. Mais que ça on se l'est jamais dit. Et que moi à un moment j'ai pensé à les faire sortir, mais qu'on s'est dit on va leur montrer qu'on y arrive. On s'est dit c'est un trop de taf, on a autre chose à foutre que chercher des nouveaux investisseurs. Mais on aurait dû se le dire, tous. Et eux, je pense qu'on a fait exprès les uns les autres de faire pourrir la situation. Et j'ai ma part d'erreur là-dedans. Qui fait que, ce qui est fou, j'étais très proche d'un des chargés d'affaires de mes fonds. On s'est beaucoup vu le mois d'avant ma sortie, et il m'a jamais parlé, alors qu'on se voyait beaucoup. Et qu'un jour, ils ont appelé mon associé pour lui demander s'il était OK, lui, de me faire sortir. Parce que eux m'ont jamais dit. Et donc, je les ai jamais vus, d'ailleurs. Ils m'ont jamais dit quoi que ce soit. Ils ont missionné mon cofondateur pour me demander si j'étais OK de partir et à quelles conditions. Donc lui, il le savait, mais tu le voyais tous les jours, quoi. Mon cofondateur ? Ouais. Ah non, mais lui, ils lui ont demandé le mercredi midi, il est venu me voir le mercredi à 15h. Ok, ouais, il te l'a dit tout de suite, là, pardon. Mais de toute façon, ils voulaient que je parte vite, potentiellement les fonds, donc ils m'ont demandé, vois avec Sylvain s'il est OK de partir vite. Et quand il est venu me dire ça, je me dis, mais putain, mais pourquoi c'est pas eux qui me le disent déjà ? Pourquoi on se retrouve pas autour d'un café, autour d'une table pour se dire les choses clairement ? Et si ils sont prêts à faire ça, parce que du coup, ils avaient des arguments à lui présenter, dans mon dos, moi, même si j'y crois cette boîte, j'ai pas envie de continuer dans cette situation-là, dans ce mode de fonctionnement.
Surtout que je suis dit, moi aussi, j'avais fait pourrir la situation, ce qui faisait que j'avais perdu confiance en moi, que j'avais l'impression d'être nul surtout. Eux me le disaient suffisamment pour que j'y croie. Et moi, j'y croyais à ce moment-là. Et donc, ne pensant plus être la bonne personne pour amener la boîte là où elle devait aller, plus voyant qu'eux, ils étaient très défiants vis-à-vis de moi, j'ai dit ok pour partir. Par contre, j'ai mis pas mal d'argent dans la boîte, je voudrais récupérer cet argent, garder mes parts du début, qui m'ont pas coûté très cher, mais reprendre les parts que j'ai achetées plus tard. Et par contre, condition que Steph soit gardé au moins 6 mois, parce que là, il est sur 2-3 gros contrats, et franchement, s'il les signe, c'est bon, la boîte, elle est partie, il n'y a plus de sujet. Donc on lui laisse sa chance, à lui et à son équipe. En gros, c'est mes 2 conditions. Et t'es parti sous 48 heures, c'est ça ? Du coup, j'ai envoyé ces conditions, ils m'ont dit ok à peu près sur tout. Ils ont fait 2-3 ajustements où ils m'ont enlevé mon droit de vote, que j'ai négocié de donner à mon associé cofondateur qui restait. Et sinon, ils ont accepté à peu près tout. Ils m'ont juste rajouté la condition, on voudrait que tu partes au plus vite. Et en gros, c'était d'ici fin de semaine, quoi. Donc mercredi pour vendredi, quoi. Et le lundi matin, 9h, j'annonce ça, le temps de construire mon truc, de préparer un peu le discours et la transmission, pour faire ça le moins salement possible pour eux. Parce que moi, ce qui était important, c'était cette équipe qui était des gens géniaux que j'adorais. J'adore toujours, hein. Ils sont juste plus dans la boîte, mais ils sont partis faire d'autres choses. Et lundi 9h, je prépare mon discours, sauf que j'ai eu beau le préparer tout le week-end, et c'est mon truc dans le pitcher. 3e mot, j'ai pleuré. Parce que l'intro, c'est les gars, les invests me font plus confiance, et pour le bien de la boîte, faut que je me retire. Parce que je vous fais confiance à vous, et que je pense que la boîte sera mieux sans moi. J'ai pas tenu longtemps, et on explique le truc. Mon cofondateur, du coup, qui reprenait le lead derrière, assurait la suite. Et j'ai fait mon carton, et à midi, j'avais plus de Slack, plus de mail, plus d'échanges, plus de projets, plus de collègues. Et là, en fait, le mercredi après, je me suis dit, cool, je suis soulagé. Je suis sûr de mon cofondateur, je suis sûr qu'il fera un très bon boulot, donc moi, au moins, je suis libéré et je vais pouvoir refaire autre chose. Mais en fait, là, je me rendais... J'ai rien à faire. 1, j'ai pas de projet, je sais pas où je vais. Et 2, en fait, je pense que je suis vraiment une merde. Pourquoi pour me faire partir comme ça, c'est que je suis vraiment un moins que rien, quoi. Et qu'en plus, j'ai encore raté une boîte, c'est la 2e, et c'est que j'ai même pas pu apprendre... Enfin, j'ai pas su apprendre de la première suffisamment, ou... En fait, c'est que j'ai fait de nouvelles erreurs aussi. Mais même le fait de pas avoir eu d'échange frontal avec eux, et que j'en ai jamais eu, en 18 mois, depuis, j'ai jamais eu d'échange avec eux, ils m'ont expliqué qu'ils avaient autre chose à foutre que parler à leurs fondateurs qui dégageaient, parce qu'ils avaient des fondateurs qui restaient, et eux, c'était intéressant de les suivre, et pas ceux qui faisaient partir. Autre phrase qui m'a achevé quand on m'a dit ça 9 mois après. Donc voilà. Mais clairement, il y a vraiment une grosse part de responsabilité perso, mais comme tout échec. D'ailleurs, ça, c'est ce que je trouve important, c'est que l'échec, c'est la faute du fondateur. Ok, il y a un client qui n'a pas payé, mais t'as pas pris les garanties qu'il fallait, ou t'as pas assez vérifié que ton client n'avait pas payé. Ok, l'État t'a foutu un coup de pute, ou ok, il y a la crise qui est arrivée, mais ta boîte n'était pas assez saine pour tenir la crise. C'est pas de la faute de l'écosystème, ou de la conjoncture. C'est aussi toi qui n'avais pas mis en place les bonnes fondations pour que ça survive. Donc vraiment, je prends une grosse partie de cet échec sur moi, mais du coup, pour le dépasser, c'est pas simple non plus. Parce qu'il faut faire ton introspection, prendre du recul, écrire. Moi, c'est vraiment le fait d'écrire qui me permet de faire un peu ma thérapie, ou d'en parler, comme là, pour partager cette expérience, pour montrer et donner aussi peut-être des choses à ne pas faire. Parce que ce qu'il faut faire, je sais pas, mais ce qu'il faut pas faire, je sais à peu près ce qu'il faut pas faire. Et ceux qui m'ont aidé, c'est des potes, parce que finalement, pas toujours simple dans le réseau familial ou dans le réseau des potes complètement autres qu'entrepreneurs de comprendre ça. Plus des potes entrepreneurs qui m'ont fait confiance, déjà qui m'ont filé des petites missions, qui m'ont fait bosser, qui m'ont accueilli dans leur bureau pour que je vive autre chose, que je sois pas seul le matin et que j'ai un but en disant tiens, rendez-vous 9h30, on se fait un café et tu vas aider un tel ou tu vas pouvoir bosser sur les trucs à côté. Et c'est ça qui m'a un peu redonné confiance en moi. Et après, j'avais aussi la grande chance que ma boîte d'avant, j'étais toujours actionnaire majoritaire et qu'elle continuait à très bien vivre. Et donc, j'étais pas sans rien. Après, j'avais plus de rôle là-bas parce que ça faisait 6 ans que j'y travaillais plus et limite les nouveaux salariés savaient pas qui j'étais, à part que j'étais l'actionnaire de loin. Et que j'avais pas envie d'y revenir non plus, parce qu'il y a une nouvelle équipe de direction, un nouveau fonctionnement, et que j'avais plus ma place là-bas. Mais je repartais pas complètement de zéro. Ok. Et donc là, t'as remis le pied à l'étrier dans cette boîte-là ? Indirectement, ouais. Déjà, me poser la question de ce que je veux faire, où je vais, de quoi j'ai besoin et pourquoi. Repartir sur un truc plus simple, moins ambitieux. À chaque échec, je repars sur un truc
où il y a 80% du projet que je sais faire seul. Contrairement au bijou pour cheveux, contrairement à mon logiciel, où là j'avais besoin de beaucoup plus de monde et je découvrais tout. Et je suis revenu à mes premières amours qui sont la formation, l'enseignement, la transmission, sur un modèle que j'aime beaucoup, que j'avais découvert en tant qu'intervenant pour présenter mon logiciel, qui est la Rocket School, qui est une école qui forme des BizDev à Paris, à Nantes, à Lyon, à Marseille et à Lille. Bordeaux aussi, et Lille. Et Bordeaux. Franchement, c'est une super école. Et surtout, moi, je tombais amoureux des apprenants, des gens qui étaient en face, qui sont en reconversion, qui sont vraiment pas cons, qui ont juste eu des parcours de vie différents, qui ont fait des choix de vie différents, ou pas des choix d'ailleurs, mais voilà, qui ont vécu des trucs forts, et qui disent je suis prêt à me repartir à zéro, tout remettre à plat, et en 3 mois devenir des brutes du BizDev. Et franchement, ça sort certaines pépites, voire beaucoup de pépites. Et du coup, j'ai trouvé ce modèle génial parce que gratuit, financé par Pôle emploi, et un premier job garanti au bout où t'as 32 ans, au moins t'as 1 an pour faire tes preuves derrière, pour voir si t'es vraiment un cadre là-dedans ou pas. Alors que quand t'as 32 piges, si t'es dans la mauvaise voie, qui te plaît plus, aujourd'hui t'as quoi? Tu vas partir 2 ans à la fac, en me disant à la fin j'aurai peut-être un diplôme qui me permettra peut-être de trouver du boulot, mais j'aurai 0 expérience, donc est-ce qu'on me fera confiance? Là au moins à la fin de la requête t'as un boulot quoi. Et j'avais pas créé un concurrent, même si j'adorais l'école et que j'en étais jaloux. Je me suis dit, il y a un truc moi que j'ai du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce que je peux utiliser rapidement, simplement. Finalement, c'est les compétences de cette deuxième boîte, SYDO, SYDO, dont je suis toujours actionnaire, où c'est les numéros 1 en France de la pédago, de la transmission et de la formation à distance. En termes numéro 1, non pas en termes de chiffres, ni en termes d'effectifs, en termes de vision et en termes d'apport au marché, et ceux qui sont vraiment en avance sur ces sujets-là. Et pourquoi pas créer une requête, mais qui forme à être concepteur pédagogique multimédia ou digital learning manager. Et en gros, voilà l'idée. Je suis allé voir Cyril, le fondateur de la requête, pour dire j'aimerais faire ça, est-ce que t'es ok que je te pique ton modèle pour le reproduire sur autre chose? Donc très copycat, donc déjà en partant avec des bases où je savais que ça marchait ailleurs. C'est lui qui m'a aidé pour les financements, pour comment trouver les étudiants, comment les évaluer. Après, j'avais 4 mois pour créer... Du coup, j'ai sauté de la falaise avec un parachute, parce qu'il y avait tout ça, tous ces acquis qui existaient déjà, mais sans trop savoir où j'allais. Et j'ai annoncé mi-avril, je crée une école qui va former des gens et on lance une première promo mi-septembre. Ce mi-avril là donc. Enfin, mi-avril 2020 pendant la crise. Plein confinement, l'enfer. J'embauche quelqu'un que j'ai jamais vu parce qu'en confinement. Et je dis mi-septembre, on lance la promo. J'ai pas de local, j'ai pas de programme, j'ai pas d'intervenant, j'ai pas d'étudiants, j'ai pas d'entreprise. Mais j'ai SYDO. Voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. En 4 mois, on a créé notre programme, on a trouvé les apprenants. Et encore merci à eux, parce qu'ils sont tarés de nous avoir fait confiance à ce point-là. Enfin, t'imagines, t'arrives dans une école qui n'existe pas, où il y a quand même des conseillers Pôle emploi qui n'étaient pas au courant de ce dispositif, qui leur ont dit attention, c'est une arnaque. Ça peut pas possible, une école gratuite et qui garantit un boulot, ça ne peut pas exister. Et qui sont quand même venus. Et des boîtes encore plus folles, mais c'est génial, merci à elles, qu'on dit ok, je te prends quelqu'un et je te signe une première embauche avant même qu'il soit formé. C'est-à-dire que je sais pas, tu seras capable de former, je sais pas qui tu vas me trouver, mais moi je m'engage à les prendre en alternance ou en CDI au bout. Et ouf. Et au premier jour de la rentrée, je crois que j'ai une petite larme quand même, en mode putain, c'est dingue ce qu'on est en train de faire. Maintenant, à nous d'assurer, parce qu'il faut qu'à la fin de ces 3 mois, ce soit tous des cadors en digital learning. Et ils ont largement dépassé mes attentes. Combien de personnes là sur la première promo? 22. Ok, à distance donc? Présentiel. Ok. Présentiel, parce que mi-septembre, on avait le droit à peu près de rouvrir. Ouais. Et important sur ces profils-là, sur ces publics-là, parce que s'ils arrivent chez nous, c'est qu'ils ont eu un pet dans leur parcours pro, qu'ils ont perdu confiance en eux aussi, qu'ils ont besoin qu'on leur remonte qu'ils sont capables de faire plein de choses. Et en fait, franchement, à la base, ils sont tous déjà très forts. Mais ils ont juste oublié, ou on leur a plus assez dit, ou ils ont perdu confiance en eux. Manque de confiance, ouais. Et donc, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est de leur redonner confiance en eux, et de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses hallucinantes. Et que c'est pour ça que je partage tout ce qu'ils font sur LinkedIn, pour montrer que c'est vraiment des gens très bons. Et quand tu vois les retours, je pense que ça aide à ce que tout le monde se dise, en fait, je suis peut-être capable de faire ça. Donc, présentiel, on a quand même fermé pour le deuxième confinement, qu'on a du coup tout passé à distance, mais en synchrone. Il y avait un vrai intervenant derrière le Zoom, ou derrière le Teams, ou derrière ce que tu veux. Et ça s'est fini mi-décembre, et du coup ils sont tous en poste depuis début janvier. Donc 100% de la promo, 100% des 22 là sont... Non, on a eu un abandon au bout d'un mois et demi, 2 mois. Ok. Trop de taf, trop de pression, peur de l'échec.
peur de pas être assez bon à la fin, mais ce qui limite bien, c'est qu'il y avait beaucoup d'infos et que elle a dit tant pis, et on peut pas garantir à ce que tout le monde aille au bout. Par contre, tout le monde a passé la période d'essai. On a eu une qui a changé de boîte, mais qui a retrouvé tout de suite. Non, 2 maintenant. Et un qui a arrêté, qui part finalement faire autre chose. Mais du coup, sur 21, 18 qui sont dans leur boîte et ça se passe plutôt très bien, a priori. Enfin, je dois faire le point la mi-juin. Et 3 qui ont changé, mais ils vont bien. Et c'est déjà pas mal, quoi. Trop cool. Donc ça, c'est la première promo. Et là, on a fait une deuxième de février à fin avril, et la troisième sera septembre 2021 jusqu'à fin décembre. Sachant qu'on a déjà des belles boîtes. Du coup, si les NAC sont intéressés, alors c'est présentiel à Lyon pendant 3 mois. Enfin, faut être présent à Lyon pendant les 3 mois ou presque, pendant au moins les 2 premiers mois. Et je vais pas spoiler, mais j'ai des jolis jobs à la police scientifique. Ils cherchent un gars pour former les policiers scientifiques. J'ai un job aux pompiers pour former les pompiers. J'ai un job chez Adecco. Alors j'ai du contrat d'alternance, j'ai eu CDI. Là, l'objectif, c'est de monter à 50-50. 50% de CDI, 50% d'alternance. J'ai des jobs dans des très très belles agences. Enfin, on a déjà une douzaine de boîtes qui ont signé des intentions d'embauche pour la promo qui démarre mi-septembre. Magnifique. Tous ceux qui nous écoutent, qui sont chauds, de toute façon, pourront te contacter directement aussi. le-bahut.com, candidater, et je reprends contact rapidement. Magnifique. Et si on revient du coup sur toi, donc à la suite de cet échec, en fait, ce qu'on note là, c'est que tu remontes en selle très rapidement. Tu as cette phase de down un peu compliquée où tu as toi aussi, donc, comme tu parlais de par tes étudiants, là, perdu confiance en toi. Ouais. Et puis, en fait, tu te j'ai remets en selle. J'ai un objectif tellement fort que j'oublie que je vais pas bien. Enfin, tu vois, j'ai pas le choix. J'ai 22 personnes qui me font confiance et je peux pas les lâcher, quoi. Et la première obligation, c'est quand, tout début juillet 2020, on signe une promesse d'embauche d'une boîte, enfin même 2 promesses d'embauche. Et là, je me dis, je peux pas, et par rapport à la boîte, et par rapport aux 2 étudiants à qui j'ai trouvé un boulot, de leur dire que j'y vais pas parce que j'ai pas envie, quoi. Ou parce que je suis trop fatigué, ou parce que je vais pas bien. Donc je ferme ma gueule, et alors oui, on dit qu'il faut plus de temps, qu'il faut faire sa thérapie, machin. Moi, j'avais besoin de me remettre en selle vite pour repartir devant et voir que j'étais capable de faire des choses, reprendre confiance en moi. Et peut-être un peu vite, mais c'est pas grave. Franchement, trop content de l'avoir fait comme ça. D'où, fin décembre, j'allais beaucoup mieux. Là, pour l'instant, je suis encore en phase de guérison, dans le sens où je suis plus capable de me mettre à 300% sur plein de trucs. Mais au moins, je fais un truc bien. Déjà, je veux assurer ça. Et avec le temps, c'est sûr que je vais refaire d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est déjà cool. Trop bien. Ce que je te demandais au début, du coup, quand tu disais que tu pouvais moins taffer, mais tu as l'air de dire que dans tous les cas, tu es très heureux, donc c'est à la fois le principal et que tu reprends. Je suis frustré parce que je me dis que je rate des choses, qu'il y a des opportunités, que je pourrais aller plus loin, que j'ai envie de faire une deuxième école sur le content, parce qu'il y a un vrai besoin dans les boîtes de gens qui savent écrire et qui savent écrire pour des entreprises, et qu'il y a plein de gens qui savent écrire mais qui n'ont pas la formation qu'il faut pour pouvoir postuler. Et qu'il y a un vrai truc à faire, mais je vais le faire. Mais on va voir comment. Ouais, step by step. Trop bien. Dernière question pour l'interview, Sylvain. Si t'avais 3 conseils justement à donner à ton ancien toi, quand tout ça s'est passé, ce serait quoi ? Enfin, au moment du down, là. Au moment du down, donc post-débarquement. Ouais. Au moment où t'es au plus bas, quoi. C'est ça qui nous intéresse dans l'échec, justement. C'est en fait... t'éloignes pas trop des gens. Trouve-toi ta garde rapprochée de gens qui te font confiance, qui t'aiment et qui te font du bien, et les rejette pas. Parce qu'il y a eu un petit moment de rejet où je parlais vraiment à personne quand j'allais pas bien, et où du coup j'allais encore moins bien. Alors qu'il y en avait certains qui étaient là pour m'aider et qui m'ont aidé. Mais peut-être que j'aurais pu être aidé plus vite si j'avais moins rejeté, été un peu moins con. Parce que j'étais vraiment un peu con à ce moment-là en plus. Du coup, je rejetais tout méchamment. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre de plus ? Après, j'avais besoin de ce temps pour prendre conscience de ce que j'avais mal fait, parce que sur le moment, t'es dans la haine. Et... T'as besoin de prendre du recul. Ouais, besoin de prendre du recul, et ça a été pas mal de faire ces vacances, de me poser, de pas me mettre tout de suite dans un projet trop vite, mais tout en ayant des petites missions, pour pas être déconnecté du monde réel, mais sans être à 100% et d'avoir quand même du temps pour moi. Et peut-être plus vite de me mettre au sport, j'ai mis un peu de temps à me mettre au sport. Je crois que j'ai même un peu lâché quand j'allais pas bien du tout, avant le débarquement, et qu'il aurait peut-être fallu que je continue un peu plus ça, mais c'est vrai que confinement et compagnie, ça a pas aidé, quoi. Donc le temps que je m'équipe, j'avais pas envie de sortir. Donc ouais, de pas lâcher ces trucs-là qui me permettent de vider la tête, et même finalement,
pendant une séance d'1 heure de vélo ou de course, je mets la musique, mais pas de podcast, pas de série, pour laisser mon esprit divaguer et soit traiter des choses que j'ai en tête, soit vraiment divaguer et m'aider à me rassurer, à voir ce qui va bien aussi, ou à traiter ce qui va pas, mais au moins, à la fin de mon heure, de toute façon, à la fin, j'ai tellement mal aux jambes que je pense plus à ça et que je me dis que finalement, ça va pas si mal. Ce qui est dur, c'est les jambes, quoi. Donc voilà, c'est de pas m'oublier. Mais le problème, c'est que quand ça va pas bien, limite le débarquement, c'était le début du rebond. Quand ça va pas bien, j'ai tendance à me focus boulot, à faire que ça, à travailler trop, et du coup avoir trop d'excès aussi à côté, à trop manger, à trop picoler, à plus voir les gens parce que je travaille trop, et à pas assez dormir, et me mettre dans un cercle un peu con, et que je vois un peu tard. Donc c'est réussir à avoir du recul sur moi, et des potes me l'ont un peu dit, ma chérie me l'a un peu dit, mais il faut que j'arrive à plus entendre ça à ce moment-là. Alors que je leur disais, mais ouais, mais il n'y a pas de choix là, c'est tellement là. Faut que je fasse mes preuves, faut que je rassure mes invests, faut qu'on signe ce putain de client, donc. Il faut. La terminologie, voilà. Il faut. C'est ça. Ouais. Que je m'imposais et qui a, je pense, mené à ça. Bah écoute, très stylé Sylvain. Merci beaucoup pour ce super témoignage. On n'a pas fini. Il reste encore quelques petites questions. Les questions pour la mention, Sylvain. Questions pour la mention. La première question, c'est pour toi, c'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? De garder cette capacité d'apprentissage et de remise en question, d'avoir cette humilité, parce que y a plein de choses à apprendre de plein de gens, tout en conservant ce côté rebelle ou très sûr de soi qui permet de faire les choses aussi un peu différemment. C'est pas parce que lui l'a fait comme ça qu'il faut la reproduire. Il faut entendre son retour d'expérience et capitaliser dessus pour essayer de faire encore mieux potentiellement. Je crois que je suis au 3. Ouais, t'es au 3. Attends, on arrive à se les résumer ensemble. Moi, j'ai retenu humilité là-dedans, j'ai retenu apprentissage. Et en même temps, rebelle et grande assurance. Ok. Pour faire... Ouais, audace, quoi. Ouais, et avoir ses propres convictions. Et dire, toi, tu veux faire autrement, bah, t'es pas obligé de suivre comme tout le monde. Moi, j'ai envie de faire une école, je ferai pas une école comme l'université ou comme les écoles de commerce. Avoir confiance en soi, quoi. Et avoir... Croire en soi. Tenter, accepter de faire les choses autrement et voir ce que ça donne. Parce que tant qu'on l'a pas fait, on peut pas être sûr que ça va planter. Moi, c'est plus dans cette idée-là. Tout le monde te dit, mais t'es taré, une école gratuite, trouver des étudiants, trouver des boîtes, tu n'y arriveras jamais. Ok, bah, des challenges. Et c'est ça qui me plaît. Et aujourd'hui, c'est ce dont je suis le plus fier, plutôt que d'avoir copié un truc qui existe déjà et que je trouve pas optimal. Trop bien. Super. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que dernièrement, t'as lu un bouquin ? Est-ce que t'as vu un film, une série, écouté un podcast que t'as kiffé, que t'aimerais partager ? Un de ça, un de chaque, comme tu veux. Allez, tiens, 2 bouquins. Ouais. Factfulness de Hans Rosling. Ok. Qui est un bouquin feel good. Parce qu'il te montre que le monde n'est pas du tout tel qu'on te le montre dans les médias. Et qui te le démontre scientifiquement avec des chiffres. Et que même qu'on est un peu resté dans une image du monde post-Seconde Guerre mondiale, ou pendant 30 Glorieuses, et qu'en fait l'Afrique est pas du tout telle qu'on la voit dans les médias, l'Asie est pas du tout telle qu'on la voit dans les médias, l'Amérique du Sud non plus, et que aujourd'hui le monde va beaucoup mieux qu'il y a 50 ans. Alors ouais, il y a des problèmes d'environnement, des problèmes de pollution, des problèmes de santé, mais on a ces problèmes-là parce qu'on vit beaucoup plus vieux, parce qu'il y a beaucoup moins d'enfants qui meurent, parce qu'on a plus d'argent pour se poser ces questions-là aussi, et que tous les pays du monde ont plus d'argent dans l'ensemble, et que l'extrême pauvreté n'existe plus que dans 5 ou 6 pays dans le monde. C'est pas partout en Afrique, c'est pas vrai. Et du coup, bouquin qui fait vraiment du bien. Question conne, d'après toi, quel pourcentage d'enfants à 3 ans qui reçoivent la base de vaccins qu'il faut pour pas crever toute sa vie ? C'est 30%, 50%, 80%. Qui reçoivent les vaccins ? Ouais. Je dirais 1 sur 2. Ouais, c'est 80%. 80, ouais. Et qu'en fait, au niveau santé, ça va beaucoup mieux que ce qu'on imagine. Pareil, il y a beaucoup moins de morts de catastrophes naturelles aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Alors qu'il y a beaucoup plus de catastrophes naturelles. Parce que les bâtiments sont mieux protégés et que surtout les secours arrivent beaucoup plus vite. Parce qu'avec les réseaux de communication, on peut aller protéger les populations qui ont des soucis. Et que les vrais problèmes des catastrophes naturelles, c'est pas la catastrophe, c'est ce qui se passe derrière. C'est les épidémies, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'eau, qu'il n'y ait plus d'électricité. Et qu'aujourd'hui, ça, on arrive à le traiter vachement plus vite qu'avant. Bon. Et du coup, le bouquin, tu te dis, putain, merde, en fait, il y a plein d'opportunités partout. Et le monde n'est pas si noir que ce qu'on voit aujourd'hui, que ce qu'on entend aujourd'hui. Ça n'empêche qu'il faut changer, qu'il faut bouger. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais le bouquin fait du bien et surtout, tiens, te réouvre la façon de voir sur la data.
et sur du concret, pas sur ce qu'on te montre à la télé ou sur Instagram ou LinkedIn. Et le deuxième bouquin, c'est le bouquin de Fanny Nussbaum dont le titre est Les philo-cognitifs. J'ai plus le sous-titre en tête, quelque chose il n'aime que penser à penser, si je dis pas de bêtises. Qui est un bouquin qui est sur le fonctionnement des gens qui ont un cerveau qui partent en arborescence surtout, qui divaguent facilement, qui sont un peu rebelles, et pareil basé sur des datas, parce qu'elle a fait une vraie étude dessus, et qui m'a fait du bien pour comprendre certaines déviances. Alors moi, ce que j'appelle les déviances, ces moments où justement je m'isole, où je me mets dans ma grotte et je veux voir personne et j'insulte tout le monde. Et pour les accepter, et c'est pas pour m'excuser auprès des gens, mais pour un peu plus comprendre à quel moment je pars en déviance, parce que j'en ai pas mal de moments de déviance, et du coup dire tiens merde, ça je l'ai lu, et je sais que c'est un des trucs c'est un des faits qui montre que je vais pas bien. Donc soit il faut que je le dise pour prévenir les gens que j'aime, parce que finalement j'ai très méchant avec les gens que j'aime à ces moments-là, soit pour moi changer. Au final c'est plus pour prévenir, parce que moi changer j'ai du mal à ce moment-là, mais dire c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que là j'ai besoin de m'isoler et que je vais pas très bien, donc laisse-moi tranquille et on se revoit dans 3 jours. Voilà, c'est 2 bouquins que je te recommande aussi. Très stylé. Ouais, bah quand on parle de déviance, ça me fait toujours penser à Camille Coco qu'on j'avais interviewé, qui elle du coup est HPI, donc haut potentiel intellectuel. Ça rejoint aussi pas mal. C'est la même chose. Que tu dis. Et du coup, l'auteur déteste HPI parce que c'est pas un potentiel, soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est un mode de fonctionnement de cerveau. C'est ce qu'elle dit, coup, exactement. Elle parle des philo-cognitifs, Fanny Nussbaum, où ce qu'elle a découvert dans son étude, c'est que sur une même question, un profil autre n'aura pas les mêmes réactions dans le cerveau. Et en fait, j'ai eu la chance moi, de faire partie des cobayes, mais sans savoir ce que j'allais foutre là-bas. Okay. Et par exemple, la question, dans un IRM, tu as un écran au-dessus de toi, on te dit est-ce que tu peux fixer la croix grise devant toi ? Et a priori, un cerveau de philo-cognitif part dans couille. Parce que pourquoi une croix ? Pourquoi elle est grise ? Pourquoi elle est aussi large ? Et en fait, pourquoi une croix ? Et du coup, tu pars dans tous les sens, alors que quelqu'un d'autre va juste dire bah, c'est cool, je regarde une croix. Mais ce qui est pas mal, tu vois, ça peut être aussi tranquille. Enfin, ça peut être plus simple. Moi, je suis content de me poser plein de questions sur tout, parce que ça m'oblige à apprendre, d'être très curieux de tout le temps. Mais voilà, c'est juste qu'elle a réussi à le montrer que scientifiquement, il y avait au cerveau plusieurs façons de fonctionner, et que les anciennement HPI ou philo-cognitifs avaient cette façon de fonctionner qui faisait qu'ils allaient tout le temps creuser et se poser la question de pourquoi. Trop cool. Les zèbres, on les appelait comme ça avec... Ouais, sauf que pareil, elle explique que les zèbres, c'est pas le bon terme non plus, que les zèbres sont des animaux très grégaires qui vivent en communauté, alors que les philo-cognitifs ou HPI, pas toujours, parfois c'est des asociaux qui ont besoin d'être seuls, entre guillemets, et qu'ils ont aucune capacité particulière dans la jungle, les zèbres. Enfin, dans la jungle, dans la savane, dans la pardon. savane. Et qu'ils ont rien de spécial par rapport à d'autres animaux qui vont courir très vite, qui vont être des prédateurs. Les zèbres, finalement, ils ont rien de particulier, contrairement aux HPI ou aux philo-cognitifs. Voilà. Mais elle explique bien. Bonne petite parenthèse. Tu donnes bien envie de lire le bouquin du coup. J'ai une dernière question, Sylvain, avant qu'on se quitte. C'est quoi le prochain objectif que tu t'es fixé ? À court terme, c'est de déposer mon propre diplôme de concepteur pédagogique multimédia, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas sur le marché et que j'aimerais que mes étudiants ils soient diplômés à la fin de la formation, et aussi de pouvoir en faire profiter des entreprises potentiellement ou des gens en VAE, enfin en validation des acquis par l'expérience, et de pérenniser ma boîte, parce que pour l'instant on fonctionne avec Pôle emploi, et si on a ce diplôme, ça nous permet d'avoir d'autres types de financement si on a envie de changer un jour. Objectif de fin d'année 2021. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Parce que déjà, entre la conjoncture autour de nous qui est compliquée, et où je te dis, moi je suis encore en guérison, déjà à 6 mois, si j'ai un truc, c'est déjà beaucoup. 6 mois, ça me paraît loin. C'est un bon projet, ouais. Et après, on verra la suite. Trop bien. Eh ben écoute, Sylvain, top. Pareil, j'ai une dernière petite chose à te demander, c'est le petit rituel de fin. C'est toujours la dernière, t'as vu comment je t'emmène bien ? J'avoue, oui, juste ça, s'il te plaît, juste ça. Non, c'est le rituel de fin. J'aimerais que tu nous résumes là ce qu'on s'est dit en une belle punchline de fin, genre. T'as le droit à une phrase, un truc un peu concis, tu vois, genre boum. Entreprendre, c'est aussi accepter l'échec. Ah voilà, c'est très bien. Au top. Eh ben merci Sylvain, c'était super cool de t'avoir. Merci d'être venu depuis Lyon. Avec grand plaisir. Merci pour l'accueil. Et puis tout le meilleur pour toi pour la suite. À toi aussi, à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine que ça t'a plu. Et donc ça me fait super plaisir. Bon, maintenant tu connais la chanson. Si tu veux me faire encore plus plaisir et me permettre de faire connaître le podcast, il y a 2 choses que tu peux faire. La première, c'est aller sur Apple Podcast, bon bien sûr si t'as un iPhone, et mettre une note et un avis. Et la deuxième, c'est en parler autour de toi.
Tu peux aussi t'abonner à la page Insta Phoenix Podcast, si tu veux suivre les coulisses et me voir dire encore plus de conneries tous les jours. Et enfin, si tu veux m'écrire, c'est avec très grand plaisir. Je suis évidemment sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Donc je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de motivation.